Nous venons tout juste de boucler la 235e édition de notre mensuel Maghreb Canada Express. Cette édition qui nous fait rapprocher de notre 20e anniversaire. En effet, le journal a été créé le 1er juillet 2003, pour ceux qui ne le savent pas. Et on a consacré l'éditorial de cette édition-là à la sécurité alimentaire de façon générale et à la pénurie des denrées alimentaires en particulier et surtout dans les pays du Maghreb et au Maroc, que je viens de visiter le mois de mars dernier et j'ai vu de mes propres yeux comment les prix des denrées alimentaires montent en flèche. Donc nous allons lire ensemble cet éditorial-là. Je vais vous l'exposer sur l'écran et nous allons lire ensemble. Il est intitulé comme suit: Pénurie des denrées alimentaires, l'avenir risque d'être pire. Signé par Abdelrahman El-Fouledi, et j'utilise rarement mon titre, sauf si le sujet que je traite touche de près ma spécialité, c'est-à-dire la géographie et la climatologie. Donc, commençons. Ils criaient tous aux spéculateurs, ménagers, ménagères et même porte-parole du gouvernement marocain lors d'une de ses conférences de presse en mars dernier, comme on aurait crié aux voleurs, aux voleurs. Et pour cause. Les Marocains n'ont jamais eu à payer une facture aussi salée pour les denrées alimentaires de base que ce dernier Ramadan. Le dirham ne vaut plus une basla, c'est-à-dire oignon en arabe, disaient certains à la blague. Non pas parce qu'il est dévalué, mais juste parce que les oignons, les tomates, les piments et le reste sont plus que surévalués. Or, le spéculateur ne serait que le bouc émissaire dans cette crise, car pour que la spéculation soit lucrative, il faut qu'il y ait pénurie. Donc, logiquement, pour venir à bout de la spéculation, il faut tout simplement s'attaquer aux vraies sources de la pénurie qui entravent le ravitaillement du marché intérieur. Dans ce qui suit, nous allons mettre l'emphase surtout sur la pénurie touchant les produits agricoles cultivés localement, source de la pénurie. On l'aurait deviné, elle se divise en deux catégories, les sources conjoncturelles et celles structurelles. Comme ce qui est conjoncturel est par définition passager, nous n'allons pas nous attarder trop sur cette catégorie dans ce cours éditorial. Contentons-nous de citer quelques exemples genre Covid-19, sécheresse cyclique et guerre de la Russie contre l'Ukraine qui cache son caractère mondial comme une pucelle cacherait la virginité qu'elle n'a plus, et où tout chacun paie son dû sans pouvoir ou vouloir se l'avouer, et ce, à travers l'augmentation des prix de l'énergie, entre autres, augmentation filée directement aux consommateurs par plusieurs acteurs, dont le transporteur des denrées alimentaires. Les sources structurelles de la pénurie, est-ce une fatalité ? Les sources structurelles de la pénurie, non seulement au Maroc, mais dans tous les pays de la région, seraient intimement liées, catalysées et amplifiées par trois facteurs principaux. L'augmentation de la population, la diminution de la surface cultivable et la raréfaction de l'eau. Au début des années 1960, l'agriculteur marocain, par exemple, n'avait à nourrir qu'environ 10 millions d'habitants. 60 ans plus tard, il est appelé à nourrir presque 4 fois plus de Marocains, ceci sans oublier l'exportation de quoi nourrir quelques millions d'Européens supplémentaires. Attrait des devises étrangères oblige. On me dira que la politique agricole marocaine avait extuplé les terres agricoles depuis l'indépendance et les périmètres irrigués sont plus vastes. Ceci, bien sûr, sans oublier les plans multicolores qui font la fierté, surtout de leurs initiateurs. Cet argument serait convaincant s'il n'y avait pas, non pas un, mais des revers à cette médaille. La diminution des superficies cultivables est due à plusieurs causes, dont la disparition d'une certaine agriculture urbaine
qui garantissait l'autosuffisance de plusieurs villes côtières comme Rabat et Salé par exemple, ainsi que d'une multitude de villes de l'intérieur du pays comme Meknès, Fès, Marrakech, etc. Cette agriculture urbaine fut assassinée par les promoteurs immobiliers pour favoriser l'étalement urbain en vue de satisfaire une surpopulation due non seulement au taux de la natalité, mais aussi à l'exode rural, ainsi qu'au développement touristique et à l'afflux des résidents permanents européens retraités. Il faut construire les villes dans la campagne, l'air y est tellement plus pur, blaguait Alphonse Allais. Mais il n'y a plus de quoi rire en Afrique du Nord, car au rythme où va l'étalement urbain, la campagne va se réduire comme une peau de chagrin au point que bientôt il n'y aura plus de campagne dans certains coins. Avant d'aller plus loin, entendons-nous sur la définition de la campagne dont il est question dans ce texte. Il s'agit, dans le cas du Maroc par exemple, de la ceinture littorale limoneuse ainsi que des riches plaines côtières, ceci sans oublier certaines portions des plaines de Tadla, de Douala, de Seyss, de Haouz et du Souss qui sont victimes de l'étalement urbain également. Et de facto, il ne s'agit ni des terrains rocailleux où il serait plus judicieux de construire les villes, ni du désert qui lui aussi s'étale en grugeant les terres arables au sud et de l'oriental, tout en engloutissant au passage certaines oasis. Et ce changement climatique oblige. Pire que la désertification, les changements climatiques traîneraient dans leur sillage un impact désastreux sur les ressources en eau dans toute l'Afrique du Nord. Conséquence directe, plusieurs observateurs s'attendent à ce qu'une multitude de conflits régionaux éclatent incessamment à cause du partage des ressources en eau. Certains nous diront que l'Afrique du Nord n'est pas concernée, car il n'y a pas de cours d'eau permanents transfrontaliers. Les cours d'eau peut-être, mais qu'en est-il des nappes phréatiques ? Elles n'ont pas besoin d'être transfrontalières pour attiser un conflit. Il suffirait juste qu'elles soient proches d'une frontière. La technique des forages directionnels ou obliques suffit aux pays voisins d'aller puiser de l'eau et aux pays propriétaires de se fâcher et de prendre les armes pour défendre son bien. Outre ces conflits entre pays voisins, l'exploitation de ces ressources aquatiques pourrait générer également des tensions sociales internes. En effet, tout ce qui est souterrain appartiendrait à l'État. Et comme un État ne saurait exister sans peuple, les richesses enfuies dans le sous-sol doivent profiter à toute la population d'un pays. Par conséquent, et en période de pénurie, les agriculteurs qui exploitent les eaux souterraines pour une agriculture strictement destinée à l'exportation devraient obligatoirement alimenter en premier le marché intérieur avant de penser à exporter. Les citoyens ne leur demanderont pas de l'aumône, mais un dû. Ils savent, certes, qu'ils ont investi et travaillé fort, mais tout ce qu'ils leur demanderaient, ce serait de leur vendre en premier, car, insistant là-dessus, l'eau ayant irrigué leurs exploitations est un bien commun. Pour faire court, quitte à revenir sur le sujet par la suite, les modèles climatiques n'augurent rien de bon pour l'avenir, côté précipitation en Afrique du Nord. Des pays comme le Maroc ne pourraient plus se permettre le luxe de laisser une seule goutte d'eau se déverser dans l'océan. Depuis 2010, nous rêvions éveillés et en public d'une rocade de l'eau qui interconnecterait les bassins versants marocains, atlantiques, du nord au sud, tout en les
plantant d'espèces résistantes à la sécheresse, en y multipliant les barrages collinaires et en y protégeant les lits des cours d'eau contre l'exploitation des sables. Le tout pour faciliter bien sûr l'infiltration de l'eau des pluies dans les nappes phréatiques d'une part, et tout en drainant le surplus vers des barrages en aval comme celui de Rabat, de Zawitchir, de Tadla, de Massira, ainsi que d'autres barrages d'autre part. D'autres auraient eu la même idée et le chantier serait en cours de réalisation. C'est un très bon point